Donc c'est toujours donc c'est le professeur Boujela, Mohamed Lamine, donc exerçant au niveau du service de médecine interne de l'OHS Merli. Alors c'est toujours bon de rappeler quelque chose dont tout le monde a pris conscience, que le monde vit une pandémie à un virus qui s'appelle coronavirus ou le Covid-19. Alors un peu pour expliquer les choses d'une manière très claire, il convient de rappeler, de positionner ce virus par rapport à l'ensemble des virus que l'humanité a connus depuis des siècles. Alors globalement, il y a trois types de virus. Il y a des virus qui vont s'exprimer selon le mode aigu, c'est-à-dire que c'est des symptômes qui vont durer quelques jours, quelques semaines, et puis grâce aux anticorps que l'organisme va développer, eh ben, l'organisme est capable donc de se défendre tout seul. Donc, généralement, jusque-là, tous ces virus qui s'expriment sous le mode aigu surviennent soit sous forme de cas sporadiques ou de petites épidémies. Le deuxième type de virus, c'est un virus qui va s'exprimer selon le mode aigu, mais avec risque de passage vers la chronicité, comme le virus de l'hépatite B et à un degré plus élevé, le virus de l'hépatite C. Et puis, il y a les virus qui vont s'exprimer dans un mode purement chronique, comme le virus du sida. Alors, où classer le coronavirus parmi tous ces virus-là? Alors, le coronavirus, d'abord, il s'exprime selon un mode aigu. Mais sa particularité, comme tout le monde a dû le remarquer, c'est son extrême contagiosité. Ça veut dire qu'il est capable de toucher un nombre record de patients en un temps rapide, comme tout le monde aura remarqué dans tout ce qui se dit, dans les médias, dans tout ce qui est publié. Et donc, cette extrême contagiosité fait qu'il est capable de toucher un maximum de malades en un temps record. Alors, quel est le véritable enjeu? Le véritable enjeu, c'est que parmi les patients qui vont être malades, il y en a qui ont des facteurs de risque, heureusement, ce n'est pas les plus nombreux, de développer ce qu'on appelle une insuffisance respiratoire aiguë. Une insuffisance respiratoire aiguë, donc ça va les conduire dans le service de réanimation. Globalement, c'est 5% des sujets qui vont être infectés par le coronavirus. C'est-à-dire l'autre point, entre guillemets, positif de l'affaire, c'est que 80 à 85% des individus sont capables de guérir spontanément sans avoir recours à aucun traitement spécifique. Et donc toute la stratégie vise à identifier parmi ces patients atteints ceux capables ou ceux qui présentent des facteurs de risque de développer une insuffisance respiratoire aiguë. Tout le monde en a parlé. C'est les sujets immunodéprimés, c'est les fumeurs. Moi, je vais signaler les fumeurs parce qu'ils ont déjà un poumon prédisposé à subir tout type d'agression possible. C'est les sujets qui reçoivent certains traitements qui agissent sur le système immunitaire. Globalement, je vais parler que de cela. Et donc, voilà un peu, certains parlent de sujets qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, comme l'hypertension, le diabète, mais le vrai enjeu, c'est les sujets immunodéprimés, certains sujets âgés. Je parle d'âge physiologique, pas d'âge chronologique, parce qu'il y en a qui sont, malgré leur âge avancé, qui peuvent se défendre, même si l'âge reste un sujet à risque. Donc, globalement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le côté spectaculaire de l'infection fait qu'elle va cibler très vite un point névralgique du système sanitaire, qui est celui de la réanimation. Imaginez que toutes les structures qui prennent en charge les événements graves, les événements sanitaires graves, c'est-à-dire les maladies graves, vont se voir saturées par l'effet de malades qui arrivent très très rapidement à la réanimation. Je m'exprime différemment. Si le même nombre de malades arrivaient de façon différée dans le temps, ça n'aurait pas pu poser autant de problèmes, même s'il y aurait eu des millions de sujets qui auraient été infectés, puisque la majorité des malades vont guérir spontanément. Donc le fait d'avoir beaucoup de malades atteints en même temps, et donc un certain nombre qui vont très vite aller vers les cellules de réanimation, ça met à plat un système de soins, et ce qui explique l'extrême, entre guillemets, mobilisation de l'ensemble des systèmes sanitaires à travers le monde. Parce que c'est un indicateur, le fait de ne pas être capable de soigner de malades en situation grave, c'est un véritable indicateur de sollicitation extrême du système de soins. Et donc finalement, pour pouvoir agir contre cette infection, vous avez remarqué que tout le monde a tracé 4 grands axes. Le premier axe, c'est celui de la prévention. Aussi bien à l'échelle de la société
que celui de la population générale, plutôt aussi bien à l'échelle de la société, que celui de la population soignante, c'est-à-dire le corps hospitalier, tout spécialité confondue. Et puis, entre tout corps confondu, les médicaux, les paramédicaux, les services de nettoyage et tous les gens qui activent le système de soins. Ça, c'est le volet prévention. Le deuxième volet, c'est celui du confinement. Donc, à une échelle encore plus large, c'est pour stopper, un peu freiner la transmission de la maladie. Le troisième volet, c'est les traitements médicamenteux. À leur tête, le Plaquenil dont tout le monde parle. Et il existe bien sûr d'autres traitements qui sont en train d'être essayés, mais la vedette de la situation semble pour le moment être l'hydroxychloroquine, donc plus connu sous le terme de Plaquenil. Donc pour rester éthique, il faut parler d'hydroxychloroquine. Et le quatrième axe, c'est bien sûr la prise en charge des patients présentant un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë au niveau des services de réanimation. Alors parlons du premier axe qui est celui de la prévention à l'échelle de la population, à l'échelle du corps hospitalier. Alors à l'échelle de la population, vous avez remarqué que toutes les chaînes de télévision, les chaînes de radio, parlent à longueur de journée des mesures à prendre. Mais je tiens à insister que le pivot, le maillon central de l'affaire reste la propreté, en particulier celle des mains. Pour un peu illustrer ça, il faut rappeler aux gens que les mains sont le lieu où la partie du corps où le virus se fixe le moins. C'est une affaire de quelques minutes si on rince les mains et on les lave avec du savon, de l'eau et éventuellement par la suite avec du gel hydroalcoolique. Donc c'est vraiment un maillon central de la transmission de la maladie parce que c'est un véritable plutôt enjeu et challenge parce que le fait de se laver les mains permet pratiquement de se protéger soi-même et de protéger les autres. Donc, le lavage régulier des mains à chaque fois qu'on pense que c'est nécessaire est un maillon central dans la lutte contre l'infection. Mais évidemment, ça ne peut pas être le seul, parce que tout le monde parle de la transmission de la maladie via les gouttelettes, les sécrétions, en particulier les sécrétions qui proviennent de la bouche. Ça veut dire qu'on peut, en parlant à un individu, ou bien on peut en manipulant les vêtements de quelqu'un qui est atteint par la maladie, transmettre la maladie. Et donc à partir de là, d'où l'autre vedette de l'affaire, c'est les bavettes. Mais il y a débat sur les bavettes. Faut-il les généraliser à l'ensemble de la population? Faut-il les porter dans des conditions particulières? Pour le moment, sur le plan scientifique, les généraliser à toute la population ne semble pas véritablement avoir le consensus. Par contre, les porter par le personnel soignant, porter les bavettes par le personnel soignant, en particulier au contact de sujets malades, parce que le personnel soignant lui-même peut être une chaîne de transmission de la maladie. Et donc il faudra véritablement le protéger pour qu'il ne tombe pas malade et qu'il continue à soigner les individus, et pour aussi qu'ils ne transmettent pas la maladie, parce qu'ils vont être en contact de sujets malades et au moment des soins qu'ils vont donner. Et puis, alors qu'est-ce qu'on peut? C'est aussi les vêtements. Donc les vêtements, quand on pense que les vêtements ont été touchés par le virus, il faut très vite les changer et laver. D'ailleurs, il existe actuellement des couloirs de désinfection, on va en mettre quelques-uns au niveau de l'hôpital, dans lesquels les praticiens, ceux qui exercent au niveau de l'hôpital, vont à la fin de la journée passer pour déjà désinfecter leurs vêtements et puis surtout pour les rassurer sur le plan psychologique, afin d'être un peu, d'avoir le sentiment que les vêtements ont été lavés. C'est important pour se comporter avec les autres. Et même on renforce ce système-là par une machine à laver à la fin du circuit, pour permettre aux personnels soignants de subir toutes les chaînes possibles de désinfection et ne pas porter la maladie avec eux vers la maison. Alors, grossièrement, il y a un autre maillon important dans la prévention, c'est la disponibilité du gel hydroalcoolique. Pourquoi le gel hydroalcoolique? Le gel hydroalcoolique, il n'est pas tellement intéressant à l'échelle de la population. À l'échelle de la population, parlons du savon. Le gel hydroalcoolique, c'est surtout pour les gens qui manipulent tout le temps, comme le personnel soignant qui a besoin de tout le temps se désinfecter les mains. Il est en train de traverser un couloir, il se rappelle qu'il faut se désinfecter les mains, et il faut les placer un peu partout au niveau des structures hospitalières. Mais quand on est chez soi, il faut se laver les mains tous les jours. Et aussi, dans le nombre de fois que cela s'avère nécessaire. Donc si on récapitule, finalement,
en agissant sur les vecteurs possibles de l'infection, c'est finalement les mains, hein, les mains. Et autour des mains, c'est toute la procédure de ZV, on va en parler. C'est les sécrétions qui proviennent de la bouche, hein, et puis qui proviennent de l'organisme de manière générale, et en particulier de la bouche et du nez. Et bien sûr, le fait de pouvoir contracter l'infection en touchant une surface atteinte, qu'elle soit faite de tissu, qu'elle soit faite comment il s'appelle, de surface de plastique, de bois et tout ce qui suit. Et tout le monde aura remarqué que sur Internet, on parle de la durée potentielle de fixation du virus au niveau de ces différentes surfaces. Et donc il faut en particulier aussi procéder à des mesures d'hygiène le nombre de fois le plus important possible au niveau de son chez-soi pour réduire les chances de contamination de sa famille. Là je parle à l'échelle de la famille. Donc voilà, globalement, il y a bien sûr de nombreuses autres mesures qu'on peut trouver en consultant sur Internet, mais nous avons oublié que les mains sont au centre du débat, ainsi que les sécrétions qui proviennent de la bouche et du nez. Ça, c'est le volet prévention. Alors, bien sûr, la deuxième mesure, c'est celle du confinement. Il faut que les gens comprennent que le confinement est une stratégie. Ils vont, en regardant les chaînes télé, ils vont voir que les timings de l'adoption de cette mesure ont été extrêmement variables en fonction des pays. Vous avez vu que les premiers à l'avoir fait, c'est les Chinois. Un peu plus tard, les pays européens, les premiers, c'était la France. L'Algérie a été très précoce dans l'établissement de cette mesure, dans la prise de cette mesure. Et quand vous voyez un pays comme la Suède, cela amène les gens à se poser des questions. Pourquoi la Suède n'adopte pas des mesures de confinement? En fait, chacun a un modèle épidémiologique qui lui est propre et les objectifs qui lui sont propres et qui adopte la stratégie qui lui convient. Mais d'une manière générale, ces mesures de confinement ont pour but de réduire de stopper la chaîne de transmission et de casser la courbe épidémiologique le plus tôt possible, en tenant compte, bien sûr, de la durée d'incubation du virus et de ses modalités de transmission interhumaine. Et vous voyez que des pays comme l'Italie, malgré toutes les mesures de confinement qui ont été prises, l'Italie n'a pas encore franchement cassé sa courbe épidémiologique, elle n'a pas amorcé une décroissance de la courbe, mais il semble que ça commence à venir. Mais d'une manière générale, c'est ça le but, c'est raccourcir la durée de l'épidémie en réduisant les chances de transmission de la maladie. Alors, l'autre axe, c'est les médicaments. À leur tête, l'hydroxychloroquine. Alors, quel est le but de l'hydroxychloroquine? Il y a deux enjeux dans l'utilisation de ce médicament. D'abord, il faut prouver qu'il est efficace. Et certaines études qui ont été publiées par les Chinois, la fameuse étude de M. Didier Raoult, du professeur Didier Raoult de l'équipe de Marseille, parle de l'efficacité du médicament. Mais il faudra affiner un peu la place du médicament dans la lutte contre l'infection à l'échelle individuelle et dans la lutte contre l'épidémie. C'est complètement différent. À l'échelle individuelle, pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'échelle individuelle, on peut guérir sans avoir recours aux médicaments. Et donc le but du traitement, et c'est ce que vont démontrer les études, c'est de réduire la durée de la charge virale maximale au niveau du sang pour couper la chaîne de transmission. C'est celui-là le véritable enjeu du traitement. Et c'est par ce biais-là qu'on pourrait éventuellement réduire le nombre de nouveaux cas de forme grave. C'est ça l'enjeu du traitement. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait sur la base de quelques études qui ont été faites, c'est que ça agit sur les symptômes, mais ce n'est pas le plus important. Mais le maillon central de l'affaire, c'est que ça permet d'agir sur la charge virale et de la réduire dans un délai situé entre 6 et 8 jours. Ça veut dire qu'on peut diviser la durée de l'épidémie par 2 si on arrive à la démontrer. Mais il faut dire que personne, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a parlé de la place du plaquenil dans la cassure de la courbe épidémiologique. Vous voyez, dans toutes les analyses, on ne parle pas du lien entre le médicament et la réduction de la courbe, on parle de réduction plutôt de la relation entre le confinement et la réduction de la courbe. Donc, les travaux ont été lancés, les premiers résultats en Algérie parlent d'une efficacité sont prometteurs, mais il faudra voir les résultats qu'on va récolter quand on va analyser l'ensemble des variables liées à l'utilisation de ce médicament. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'ici à l'hôpital Zmelli, on le donne, aujourd'hui, on le donne systématiquement chez les malades qui ont des signes respiratoires et qui sont hospitalisés pour être surveillés au niveau de l'unité Covid-19. Et donc, on va évaluer les résultats de cette stratégie à l'instar de tout ce qui se fait au niveau de l'Algérie. Et le ministère de la Santé est en train de diriger un travail permettant d'évaluer la place réelle de ce médicament dans la lutte contre l'infection. Il reste un quatrième axe qui est celui de la prise en charge des insuffisances respiratoires aiguës, qui, je le rappelle, est une complication
qui heureusement ne touche un nombre infime de malades parmi ceux qui sont atteints par l'infection, c'est moins de 5%. Mais qui va très vite saturer par contre les unités de réanimation. C'est ça le véritable enjeu. Alors, pour lutter contre l'insuffisance respiratoire, il faut du matériel. Donc aujourd'hui, la lutte dépend des capacités qui est le préalable d'un système de soins sur le plan qualitatif, c'est-à-dire la formation de ces médecins, et surtout sur le plan matériel. Vous avez vu, quand vous comparez un pays comme l'Allemagne et comme la France, vous allez voir que l'Allemagne, le taux de décès parmi la population infectée se situe autour de 1%. Ça a été 0,5% au début, maintenant c'est 1,2, 3, 4%. Alors dans un pays comme l'Italie et la France, il se situe autour de 7%. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des différences, peut-être, quand on compare ça, peut-être pas sur le plan de la formation, mais sur le plan des moyens matériels. Et donc il y a des appareils, les risques de décès vont dépendre de la sévérité du syndrome de détresse respiratoire, mais aussi des moyens qui étaient préalablement mis en place pour lutter, pour prendre en charge un syndrome d'insuffisance respiratoire aiguë, aussi grave que celui généré par le coronavirus. Et donc à partir de là, ça explique cette variabilité dans les résultats obtenus par des pays qui avaient au préalable des systèmes économiques pas très loin les uns des autres, même si l'Allemagne reste un des leaders en Europe sur le plan économique. Et donc sans rentrer dans les détails, il faut comprendre que finalement les risques, les chances de survie dépendent d'abord du terrain lui-même, c'est-à-dire du patient lui-même, et il dépend aussi des moyens préalablement mis en place, parce qu'aujourd'hui, on est dans des situations d'adaptation à un phénomène qui n'était pas prévu. Et donc, on s'adapte sur tous les plans. On s'adapte sur le plan de la gestion de la société, sur le plan de médicaments à mettre en place pour lutter contre l'épidémie, et surtout aussi le perfectionnement de son système de réanimation. Alors, nous, en Algérie, il est évident que nous avons un pays qui avait un potentiel déterminé avant la survenue de la crise. Il y a une volonté réelle de s'adapter à la situation. Et c'est pour ça qu'il y a une cellule de crise qui essaie de s'adapter de manière continuelle en fonction de l'analyse des résultats obtenus sur le terrain. Et un élément sur lequel je voudrais insister aussi, c'est que c'est la qualité de la formation préalable des individus, tout composant de tous les éléments, de tout corps confondu de la société à ce genre d'événement. Parce que ce genre d'événement, il a un effet cascade sur tous les secteurs de la vie. Et donc, si une société n'est pas préparée au préalable face à ce genre d'événement, ça va forcément générer quelques déséquilibres dans la gestion de cet événement. Je m'exprime. Si, par exemple, je parle du personnel soignant, le personnel soignant, ça reste des êtres humains qui ont toujours, de la même manière que les autres, peur d'être contaminés et donc de courir le risque de décès par insuffisance respiratoire aiguë. Et donc, si ces gens-là ne sont pas préparés au préalable pour réagir face à ce genre de situation, d'où le fait que certains pays font déjà des séances de simulation, des processus de simulation face à ce genre de situation, face aux catastrophes naturelles. Par exemple, quand je sors le matin et que si ma femme était préparée, elle me disait bonne chance. Si elle n'était pas préparée, elle va me dire qu'elle va avoir peur, elle va stresser, Et donc, si je ne l'ai pas préparée au préalable et si je n'étais pas préparé aussi à sa participation dans ce genre de situation, finalement, je ne peux pas je ne peux pas reprocher aux gens le fait de ne pas avoir été préparé au préalable par ce genre de situation. Ce n'est pas forcément fait exprès. C'est ce que je veux dire quand les gens ont peur. Et donc, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est donner les moyens aux gens pour les rassurer sur le plan essentiellement des moyens de protection. Ça, c'est essentiel, c'est primordial. Leur apprendre les gestes élémentaires. Par exemple, quand vous voyez un agent de nettoyage qui a peur de tous les déchets qu'il récolte en fin de journée, il faut que je lui montre la procédure, comment il ramasse, comment il est censé se protéger, comment il est censé nettoyer, toutes les règles d'usage. Et donc ça veut dire qu'il faut agir sur tous les axes de la vie pour pouvoir préparer la société contre la lutte contre cette épidémie. Et donc, quand je sors du cadre de l'hôpital, en dehors des mesures médicales et des mesures matérielles, il y a aussi une préparation à mettre en place pour mobiliser l'ensemble des ressources humaines et matérielles dans la lutte contre cet événement. Il y a aussi la société, comment elle doit se préparer. Comment doit réagir le commerçant, comment doit réagir l'école, comment doit réagir la crèche.
Parce qu'il faut dire qu'on ne sait pas si cette attitude de confinement va être soutenable dans le temps. On espère que l'épidémie prenne fin au bout de quelques semaines. Mais imaginons que des choses durent dans le temps. Qu'est-ce qu'on pourra supporter Est-ce qu'on pourra supporter cette crise sur le plan socio-économique? Je ne sais pas. Donc il faudra déjà commencer à envisager une stratégie de déconfinement qui permettra à une relance sur le plan socio-économique. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que j'ai toutes les solutions. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra envisager le scénario où, si tout se passe bien, tant mieux, et c'est ce qu'on souhaite, et les choses semblent se dessiner vers ce scénario-là. Mais imaginons que les choses durent, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est des questions, je ne dis pas que, je ne suis pas en train de souhaiter un scénario pas très positif, mais je suis en train de dire qu'il faut imaginer le scénario où les choses durent. Que faut-il faire? Il faudra se préparer. Comment on va relancer cette société? Comment on va reprendre l'enseignement? Comment on va reprendre l'activité socio-économique? Et c'est pour ça que vous voyez certains pays maintenant ne plus parler de stratégie de confinement, même si ils sont en train de la renforcer, mais ils sont en train déjà de parler du déconfinement et des critères de déconfinement. Et il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Quels sont les critères de déconfinement? Est-ce qu'on a les moyens véritables d'établir les critères de déconfinement à l'échelle de toute la population? Puisque même le dépistage de masse, les meilleurs pays au monde l'ont fait chez quelques millions. Mais n'oubliez pas que la Chine, c'est 2 milliards d'individus, la France, l'Algérie, c'est 40 millions, la Chine, c'est 60 millions, l'Algérie, c'est 40 millions, des pays européens, c'est une moyenne de 60 à 80, voire 100 millions. Et donc, finalement, on parle beaucoup moins des tests de diagnostic positif du virus, mais on est en train de parler des sérologies. Pourquoi on est en train de parler des sérologies? Pour finalement évaluer l'état d'immunisation de la société, pour pouvoir justement relancer l'activité socio-économique. Et donc aujourd'hui, oui, en même temps, il faudra qu'on lutte contre l'épidémie par toutes les mesures qui ont été adoptées, mais il faudra imaginer, être scénariste, et imaginer l'ensemble des scénarios qui vont se profiler devant nous pour pouvoir s'adapter à l'évolution des choses. Car il faut toujours se rappeler que l'humanité a vécu par le passé des épidémies similaires, ceux de la rougeole, la variole, tout ce qui suit, et c'est la première fois que l'on prenne des mesures de confinement aussi drastiques et aussi dures que celles qui ont été prises. Et il y avait un véritable enjeu, c'est évidemment celui de préserver le maximum de vie et de réduire au maximum le risque de forme grave de la maladie. Mais aujourd'hui, il faut voir une vision globale de la situation et être capable de s'adapter en fonction de la suite des événements et être capable d'imaginer tous les scénarios possibles pour que la vie puisse reprendre le dessus sur la peur et pour pouvoir mettre en place une stratégie adaptée en fonction de l'évolution des choses. Voilà, je vous remercie.